vous avez enseigné l'architecture, dirigé une école d'architecture. À un moment donné, vous vous êtes dit, bon, peut-être que je vais faire la mienne pour pouvoir... On peut le dire comme ça, c'est pas tout à fait comme ça. Non, j'imagine, mais oui. bon, en tout cas... On peut raconter l'histoire comme ça, si vous voulez. Alors, voilà, je l'approprie, pardonnez-moi. Toujours est-il que on peut imaginer que là, vous y faites passer vos convictions, vos idées concernant la transmission, pas simplement l'architecture, mais comment on transmet l'architecture. Vous l'évoquiez tout à l'heure, et en effet, il y a quantité d'architectes qui ne font pas d'architecture. Il y a même des architectes qui ne construisent pas, qui est aussi une tendance historique. Hein. Je pense aux Anglais, on pense des années 50. Donc, comment vous envisagez aujourd'hui, au travers de cette école, mais pas simplement, avec vos conférences, quand vous transmettez dans les 5 coins du monde, la transmission de ce domaine? Alors, pour moi, comment je vais vous dire, on a affaire aujourd'hui à des populations étudiantes, des jeunes qui veulent venir faire étudier l'architecture, qui n'ont plus rien à voir, ni avec les générations précédentes, ni avec la mienne, ni avec celle d'avant. On est au XXIe siècle, on est post-millénium déjà, ils sont déjà, parce que moi, ceux qui arrivent maintenant aujourd'hui à l'école, ils sont nés en 2004, 2005, 2006, donc vous imaginez un peu, ils sont très très jeunes, enfin ils sont différents. Donc pour eux, si je puis dire, vu la façon dont ils ont grandi, dont ils ont été éduqués, la façon dont ils sont aujourd'hui, le XXe siècle, ce n'est pas leur sujet, le XIXe, n'en parlons pas, donc ils sont dans le XXIe siècle. Et comme ils sont dans le XXIe siècle, ils sont différents de nous. Ils sont différents de nous parce que d'abord, ils ont les outils que nous n'avions pas, les téléphones, les ordinateurs, etc., principalement le téléphone. Et donc, ils ont une façon de se concentrer qui n'est pas la même que la nôtre. Ils ont une façon d'apprendre qui n'est pas la même que la nôtre. Et plus c'est pratique, mieux c'est pour eux. Parce qu'ils comprennent, entre le penser, le concevoir, c'est compliqué, mais fabriquer et reconcevoir derrière, c'est plus facile. Donc, il faut adapter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai fait cette école, c'est qu'il faut absolument adapter la pédagogie aux générations qui arrivent. Et cette pédagogie, elle est faite totalement différemment. Par exemple, ici, on est dans la bibliothèque de l'école, et c'est un endroit dans lequel, de temps en temps, des profs reçoivent les étudiants, ou que les étudiants reçoivent leurs professeurs, parce que je dirais ça plutôt dans ce sens-là. Une école, ce n'est pas faite pour des enseignants, c'est faite pour les étudiants. Et les étudiants, ils viennent ici discuter avec leurs enseignants. Et leurs enseignants, ils changent. Et leurs enseignants, ils sont... comment je pourrais dire, ils sont de toute nationalité, ils sont divers, ils sont de disciplines différentes, etc. Et ce qui fait que les étudiants, ils apprennent par la quantité de points de vue qu'ils reçoivent et avec qui ils discutent. Et ici, c'est une salle, c'est peut-être le seul endroit où, en projetant des images, vous pouvez faire transmettre quelque chose. Mais autrement, faire des cours, par exemple, ça ne sert à rien. À cette génération, si vous faites des cours, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous faites un cours magistral, ça rentre par là, c'est immédiatement sorti par là. Avant, ça mettait un tout petit peu de temps dans la tête, maintenant ça ne fait plus, ça passe plus. Et en plus de ça, la plupart du temps, vous verrez, comme disait Michel Serres dans son petit bouquin Petite Poussette qui est formidable, il disait au début, je faisais des cours en amphi face à des têtes, des faces, où je voyais la réaction des étudiants. Après, j'ai fait des cours face à des dos d'ordinateurs, et là, je ne savais pas ce qu'ils faisaient derrière. Je pensais qu'ils vérifiaient ce que je disais, ou ils faisaient autre chose, j'en sais rien. Et puis après, j'ai commencé à faire ça avec les crânes des étudiants parce qu'ils regardaient dans leur téléphone. Donc il dit à quoi ça sert de faire des cours? Parce que de toutes les façons, avec les outils dont on dispose aujourd'hui, ils accèdent au savoir. Donc il faut les aider à accéder au savoir de ces instruments, au travers de ces instruments, et les aider à avoir l'esprit critique pour pouvoir analyser ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils lisent. Et c'est ça le nouvel enseignement. Ce n'est pas le cours théorique que vous en faites d'en haut d'un amphi, ça ne sert à rien. Donc ici c'est ça, on n'a pas de cours, il n'y a pas de cours théorique, il y a juste des pratiques différentes de l'enseignement. Et même les profs qui arrivent, qui sont peut-être parfois des gens qui arrivent d'autres écoles, ils disent, mais tu nous fais faire la révolution de notre enseignement. Oui, bien sûr, parce que moi, ils viennent pendant 2 jours, 3 jours d'affilée. Par exemple, un ingénieur qui vient pendant 3 jours d'affilée faire de la structure avec un étudiant ici, avec ses étudiants, eh bien, il va lui faire une petite conférence, il va les emmener sur un site, il va rediscuter avec eux, il leur fait faire un projet, il réanalyse leur projet, et en une semaine, l'étudiant, il a compris plein de choses. Et ceux qui arrivaient parfois d'autres écoles avant et qui venaient en 2e ou en 3e année, ils disaient, mais j'ai appris tellement plus vite que ce que je fais pendant 1 an en écoutant des cours que j'écoute du fond d'un amphi et que j'écoute pas en fait. Donc il faut vraiment changer la pédagogie. C'est un peu les Montessori de l'architecture ici. Et c'est vraiment, on n'est pas les seuls, hein. Dans le monde, il y a d'autres pays qui font des expériences comme ça. Et puis c'est aussi une école où il faut pratiquer, construire, fabriquer et en même temps apprendre et apprendre entre soi. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants ici, ils sont dans l'école. Ils ont leur table, ils viennent travailler ici, et ils ont un projet à faire. Toutes les semaines, ils ont quelqu'un qui vient leur parler et leur annoncer un projet
et à la fin de la semaine, il faut qu'ils le rendent, donc ça va vite. Et de la première à la quatrième année, ils en auront vu 50 en phase 2. Et après, parfois c'est un peu plus long qu'une semaine, parfois c'est sur le temps long. Mais, et comme ils sont tous ensemble, mélangés de la première à la quatrième année, le première année questionne les quatrième années, qui lui apprennent des trucs. Le quatrième année est questionné par les autres qui déstabilisent ce qu'il a commencé à faire, etc., etc. Donc ils apprennent entre eux, et ils apprennent à toute vitesse. D'ailleurs, c'était aussi un peu une tradition, les premières années qui aidaient les plus âgés pour leur projet. Oui, mais cette circulation, elle existait déjà, mais pas de la même manière. Ouais. C'est pas la même chose, parce que là, tout le monde est mélangé, et puis ils le font, ils le font pas, et puis de temps en temps. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont très individualistes aujourd'hui, les étudiants. Ah oui, très, très individualistes. J'en ai une petite idée pour enseigner aussi. Alors, revenons à ces bâtiments que vous concevez, que vous érigez. Et il y en a un qui a attiré mon regard, qui est la résidence Saint-Ange, aussi parce que je crois que c'est une maison d'habitation, mais qui est liée aussi à des... Non, c'est pas une maison d'habitation, c'est un atelier d'artiste. Atelier d'artiste, c'est ça, oui. Pardon. Avec une petite particularité, mais qui est un geste aussi, qui sont des angles, qui ne sont pas simplement à angle droit, qui peuvent poser, j'imagine, des questions à l'intérieur, de comment on l'habite, c'est-à-dire que ce qui se voit de l'extérieur influe, j'imagine, aussi la vie à l'intérieur. Oui, c'est une Twisted Tower encore. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai twisté, parce que c'était dans la douve, dans l'ancienne douve, d'un manoir qui est au-dessus et qui est la propriétaire de la collection qui est dedans, et qui voulait créer une résidence d'artiste au pied. Et donc, elle ne voulait pas être dérangée par les artistes, donc elle ne voulait pas que l'objet qu'on fabriquait ou l'architecture qu'on fabriquait la dérange. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord fabriqué quelque chose dans le bas, qui est l'atelier, et j'ai quand même monté cette Twisted Tower en bois noir, dont elle ne voit que l'arrière, donc elle n'est pas dérangée, parce qu'il y a un paysage, c'est sur le haut de Grenoble, c'est au-dessus de Grenoble, il y a un paysage magnifique sur toute la ville, sur au fond les Alpes, et je me suis dit, et comme il y a beaucoup d'arbres, en fait si j'avais laissé les artistes en bas, ils n'auraient jamais eu la vue. Et donc je voulais leur donner la vue au-dessus des arbres. Et c'est pour ça que je suis montée, et que je suis montée pour fabriquer en haut un belvédère. Donc les artistes dans leur habitation, ils grimpent, et en haut ils ont un belvédère, et le belvédère leur permet d'avoir la vue magnifique. Et c'est ça qui fait qu'ils aiment beaucoup. Alors ensuite, je voulais qu'on revienne à Paris avec le cargo sur lequel vous avez travaillé, où on retrouve, j'ai envie de les baptiser vos trois couleurs, parce que tous les architectes travaillent avec du blanc, celui notamment de la pierre, du noir, celui des matériaux contemporains du XXe siècle, l'école de Chicago, etc. Et vous imitez régulièrement une pointe de rouge. Alors je pense à la presse qui s'est fait de noir, de blanc et de rouge, je pense au constructivisme, je pense à la presse. Où la presse a été beaucoup faite aussi de noir et de rouge, avec le rouge pour les titres par exemple, presse quotidienne. Mais je pense aussi aux constructivistes, qui ont beaucoup fait de noir, de blanc, de rouge. Le rouge, c'est cette pointe que vous mettez parfois pour donner de l'énergie, mettre de la vie, mettre quelque chose qui soit différent, qui donne du dynamisme. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de vos architectures. Tout à fait, mais pas toujours. Pas toujours, mais c'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. Oui, je suis d'accord. Du tout. Du tout. En tout cas, c'est le cas aussi pour le cargo. Et justement, encore avec le noir et le rouge, une pièce que j'aime beaucoup, dont le titre est résolument conceptuel, A Stool is not a seat, pardon. Qui est un objet à la fois d'art conceptuel, considérant son titre qui nous dit que ceci n'est pas ce que l'on croit que c'est, qui renvoie aussi à Magritte. J'aime beaucoup ça. Et qui renvoie au constructivisme aussi, dans sa forme à la fois très supérieure, avec ses couleurs. Je trouve que c'est un de vos gestes les plus, sans doute peut-être les plus conceptuels. Peut-être, je sais pas. Donc on nous avait donné, c'est pour une association qui s'appelle La Source, qui a été créée par les Garouste, le peintre et sa femme Elisabeth, qui ont créé ça pour amener les enfants dans les milieux sociaux défavorisés à l'art avec leur famille. Et chaque année, ils envoyaient à un architecte, des architectes, des designers, des artistes, etc., un objet de la collection Vitra, et à force à nous de la transformer, d'en faire quelque chose. Et cette année-là, on avait reçu les tabourets de Alto, et qui sont en bois, et on les a déconstruits, on les a reconstruits pour en fabriquer effectivement des œuvres rouges et noires. Et donc j'en ai eu deux, et avec les deux, j'ai fait des objets, un qui est plus noir et l'autre qui est plus rouge. Et c'est étonnant que vous me parliez d'eux, parce que je les ai revus samedi, parce que en ce moment à Dinard, la ville de Dinard a fait une grande exposition rétrospective des Garouste, et dans l'exposition, comme ils parlent de la source, ils sont exposés.
Ok. Donc c'est drôle. Ok.